Bonjour YouTube, bienvenue dans un nouveau café normand. Aujourd'hui, on va parler des élections qui ont lieu au Groenland. Et donc pour ça, petit café normand spécial élection Groenland. On va apprendre tout ce qu'il faut apprendre sur le Groenland, son système politique, la vie, comment ça se passe. On va voir la situation internationale et le contexte des élections et le résultat des élections. Voilà. Je ne sais pas du tout combien de temps cette VOD va tenir, puisque pour préparer ce café normand, je me suis un peu renseigné et j'ai vu que, grosso modo, c'est un système politique assez simple à prendre en main, plus facile que le système allemand en tout cas. Voilà. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. On va dire, peu importe le temps, ce sera bien. Voilà, mais voilà, je sais pas combien de temps on tiendra. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous propose de ne pas perdre un instant de plus. On va passer, tac, directement avec une première ressource que je nous ai prévue. Hop, voilà, une petite capsule pédagogique, alors qui date d'il y a 2 ans, bientôt 3, mais qui finalement, vous allez voir, est assez à propos. Donc on va avoir un petit reportage de Vincent Quette, voilà, qui va nous expliquer un petit peu comment fonctionne le Groenland. Plutôt tout ce qu'il y a à savoir, le Groenland, en 3 minutes pour tout comprendre. Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Waouh. Vincent Quête. Aujourd'hui, on se pose une question existentielle et qu'on s'est déjà tous posé, avouez-le les amis. À qui appartient le Groenland? La réponse dans cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner Ah à bah la oui, chaîne sans oublier la oui, oui, petite oui. cloche pour ne rien manquer. J'ai pris le train de la vitesse. La vidéo est prête, merci d'être sur Vincent Quête. Tout à fait, hein. C'est vrai que d'habitude je le fais et j'y pense pas, mais si le contenu vous plaît, si vous apprenez des choses, si le contenu est divertissant et instructif, il est où d'ailleurs? Divertissant et instructif. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à mettre la cloche. Ça me fera vraiment très plaisir. Voilà, chaque abonnement compte. J'ai vu que le contenu politique vous intéressait pas mal sur la chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à me le signaler dans la VOD de YouTube. Allez, on va tout comprendre sur le Groenland. Non! Ah, c'est bon. Dans cette vidéo, je vais donc parler du Groenland au nord de la planète. Si vous voulez savoir à qui appartient l'Antarctique au sud, j'ai déjà fait une vidéo au tout début de la chaîne. On qui verra. était pas fantastique par contre. Y a En pas- tout cas, je vous mets le lien dans la description. Il Alors, n'y a pas de système politique en Antarctique, on s'en fout. Nous, on est là pour faire de la politique. Il n'y a rien compris. la question de cette vidéo, c'est à qui appartient le Groenland? Réponse directe, au Danemark. Et oui, appartenance politique européenne, mais emplacement géographique nord-américain. On peut d'ailleurs s'étonner que ce ne soit pas un territoire du Canada, alors qu'au plus près, seuls 35 km séparent les deux côtes, mais on va comprendre. Oui, bah ça c'est facile aussi. C'est comme Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est une collectivité d'outre-mer, il me semble. Je sais jamais trop. Le régime au-delà des Drômes, j'ai du mal un petit peu avec le régime, mais je crois que Saint-Pierre-et-Miquelon, non, je crois que c'est un département d'outre-mer. Qui est donc en France, mais qui est finalement très proche du Canada, hein. Donc on pourrait se dire pourquoi ça n'appartient pas au Canada? Bien parce que ça appartient à la France. Voilà. Bref. Donc c'est pareil avec le Groenland, c'est simplement une possession coloniale du Danemark qui est restée possession coloniale, mais avec une histoire un peu particulière. C'est pas une sorte de Nouvelle-Calédonie? Bah si, un peu justement. Bah, on verra ça après. Tiens, voilà, on verra ça, on se renseignera après. Pour l'instant, on veut des réponses. Ensemble, pourquoi? Avant de continuer, petite parenthèse, Groenland ça veut dire terre verte en danois, et c'est assez surprenant puisqu'il n'y a presque aucun arbre ni végétal sur cette île au climat extrême. Petite anecdote d'ailleurs, je me permets de compléter l'anecdote par une anecdote. Groenland veut donc dire terre verte, et à l'inverse, l'Islande, qui est l'île donc plus proche que nous sur le plateau volcanique européen, veut dire terre de glace. Et finalement, il y a plus de terre verte en Islande que de terre verte au Groenland, et il y a plus de terre de glace au Groenland qu'il n'y en a en Islande. Bref, j'ai l'impression qu'il y a eu une petite erreur d'étiquetage au moment de faire les cartes. Et c'est resté. Mais voilà, petite anecdote assez drôle. Et oui, d'ailleurs, littéralement, en anglais, Iceland, c'est littéralement la terre de glace. Enfin, même pour mettre dans l'ordre, ce serait Glassland. Enfin, Glace-Terre, pardon. Glassland.
Voilà, donc petite anecdote qui ne servait à rien, mais qui est donc indispensable. Et vous êtes très heureux de l'apprendre. Et comme ça, vous aussi, vous pourrez le ressortir. Voilà, Iceland et Greenland. Voilà. On continue. On continue, j'ai dit. Pourquoi ça continue pas? Un peu d'histoire tout d'abord. Au Xe siècle, les Vikings Ça découvrent galère un le peu. Groenland Oh là. J'ai le PC qui va et s'y exploser. installent. À partir du XIIIe siècle, les Inuits viennent aussi Attendez, j'ai un petit problème avec le PC. et s'y installent. À partir du XIIIe siècle, les Inuits viennent aussi s'y installer. Pourquoi ça Vers galère le comme ça? XVe siècle, les Vikings disparaissent du Groenland, mais les Inuits restent. Les Scandinaves, Danois et Norvégiens, qui étaient venus au XIIIe siècle. Bon, alors j'ai un petit problème avec le PC. Attendez, je fais une pause de quelques instants pour la VOD de YouTube parce que là c'est très bizarre. À tout de suite. Voilà, on va reprendre. Normalement, ça devrait bien se passer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous se mettre. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Et on fera le débrief après. Cette île au climat extrême. Un peu d'histoire tout d'abord. Au Xe siècle, les Vikings découvrent le Groenland et s'y installent. À partir du XIIIe Désolé pour la siècle, qualité. les Inuits viennent aussi s'y installer. Vers le XVe siècle, les Vikings disparaissent du Groenland, mais les Inuits restent. Les Scandinaves, Danois et Norvégiens, qui étaient venus au XIIIe siècle avant d'en repartir, reviennent en 1721 et en font vraiment une colonie. Le Groenland devient autonome en 1979, mais reste un pays constitutif du royaume du Danemark. En Et clair, c'est là la c'est subtilité. beaucoup d'autonomie au sein de la couronne danoise, mais une appartenance vraiment au Danemark. Le Groenland a son parlement et son gouvernement. Un peu de chiffre maintenant. J'aurai les l'occasion amis. d'y Le revenir. Groenland, c'est la deuxième plus grande île du monde derrière l'Australie. 57 000 habitants sur 2 millions de kilomètres carrés. La densité, clairement, on peut pas la battre. Mhm. La capitale, c'est Nuuk. La Le battre à Groenland, la c'est baisse, en aussi fait. et surtout 80% de glace. La calotte polaire se réveille Oh, de calotte de 400 000 c'est mort, à pardon. 800 000 ans. Mais vous le savez, elles font énormément et extrêmement vite du fait du changement climatique. Une étude parue en février 2022 dévoile que la calotte glaciaire du Groenland a perdu 4700 milliards de tonnes en 20 ans. On ne se rend pas vraiment compte de ce que ça fait, c'est juste considérable. Du côté de l'économie, c'est la pêche, les minéraux précieux, donc or ou rubis par exemple, qui font la richesse de l'île. C'est également de l'uranium, du pétrole et du gaz, mais c'est aussi le tourisme. Tiens d'ailleurs, un petit Oh là. Bah d'accord. fun fact sur le Groenland, Ah. le soleil ne se couche pas entre mi-juin et mi-juillet, et le solstice d'été, le 21 juin, c'est tout simplement un jour férié. Et oui, on en apprend des choses sur Vincent Quête. Le Groenland, Nous, c'est juste la fête de la un musique. territoire Merci, très, Jacques Lang. très convoité. Vous vous souvenez peut-être de Donald Trump, l'ancien président américain, qui avait voulu racheter en 2019 ce territoire pour en faire un nouvel État américain. Ça peut prêter au sourire et au rire, mais l'idée derrière cela est très vivace dans les relations mondiales. La preuve, Mais juste avant, je vous le répète, cette vidéo, elle date de 27 août 2022. Elle date d'une époque où Emmanuel... Alors, faut imaginer, hein, imaginez-vous. Emmanuel Macron vient d'être réélu pour son deuxième quinquennat. Elisabeth Borne commence à être en place à Matignon, dans sa majorité relative, dans quelque chose qu'on découvre. Et déjà, vous voyez à quel point c'est encore actuel, c'est que déjà, on parlait du rachat de l'île. Simplement que là, avec la réélection de Donald Trump, ça a pris une tournure un petit peu plus militaire. Voilà, mais dites-vous bien que quand bien même la vidéo a 2 ans et demi, et ben finalement, elle est encore complètement adaptée. C'est pour ça que je l'ai choisie. un autre président américain, Harry Truman, avait en 1946 offert 100 millions de dollars en or et une partie de l'Alaska pour racheter l'île. Situé Normal. en plein océan Arctique, le Groenland va connaître d'ici les prochaines années et dizaines d'années de nombreux changements liés à la mondialisation, notamment sur les routes maritimes. Les glaciers fondent et les porte-conteneurs vont pouvoir passer par ces zones anciennement hostiles. Mais le territoire, je viens d'en parler, est aussi convoité pour les ressources de son sous-sol. Et avec la crise énergétique, ça va être un grand sujet prochainement. Et allez les amis, avant de se quitter, un petit bonus, c'est cadeau. Il y a une base américaine de l'OTAN au Groenland, dans la ville de Thulé. Elle a été créée en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que le rôle de l'île a été très important dans cette guerre. Une base militaire qui a accueilli jusqu'à 10 000 personnes en pleine
Guerre froide, c'est donc la fin de cette vidéo. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. On s'abonne, on like, on partage. On se retrouve chaque semaine avec des vidéos inédites. J'espère que vous serez là, comme d'habitude. Merci de votre fidélité. Sur les réseaux sociaux, c'est @VincentQuête, on se parle quand vous voulez. Surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux. J'aime bien le petit, la petite catchphrase là. Soyez heureux, restez curieux. Ah, franchement, j'aime bien, effectivement. Oups, pardon. Vous n'avez rien vu. Voilà, petite vidéo pour comprendre un petit peu la situation du Danemark. Hop, voilà, j'ai mis ma petite capsule, je vais pouvoir remettre la musique. Voilà, donc la situation d'un pays qui est donc en situation coloniale, détenu par le Danemark avec un certain degré d'autonomie, un pouvoir politique local et donc certains pouvoirs. Des velléités internationales, puisque le Danemark, le Groenland ne cesse d'être vouloir racheter. Là, on est moins sur un rachat et un peu plus sur du déploiement de troupes. Pour des enjeux de circulation maritime, pour des enjeux d'exploitation du sous-sol et pour des enjeux de défense, puisque du coup, il y a une base de l'OTAN au Groenland. Donc bref, l'île est un petit peu sur toutes les lèvres. Hop, faut que je refasse une petite pause dans la VOD, à tout de suite. Voilà, on reprend notre petit café normand. On va... Oula. Ah oui, on va, voilà, parler, du coup, puisqu'on est dans le café normand, on va parler de la politique et de l'administration du Groenland. Oh là là, attendez, il faut que je zoome encore un petit peu, parce que faut quand même que vous voyiez. Tout ça, on l'a vu. Ah bah non, en fait, fallait que je dézoome. Attendez. Je retrouve la page. Au pire, j'enlèverai ça de la VOD. Hop. Voilà, donc disais-je, on va discuter politique et administration puisqu'on est dans le café normand avec toutes les infos dont nous donne Wikipédia. Et grâce à ça, vous aurez tout compris à comment fonctionne le Groenland. Bravo à vous. Le royaume de Danemark est une monarchie constitutionnelle dont le roi Frédéric X est l'actuel chef d'État. Oui, c'est une monarchie, le Danemark. Le monarque conserve officiellement le pouvoir exécutif et préside le conseil d'État, donc le conseil privé au Groenland. Cependant, à la suite de l'introduction d'un système de gouvernement parlementaire, les devoirs du monarque sont devenus strictement représentatifs et cérémoniels, comme la nomination formelle et la révocation du Premier ministre et d'autres ministres dans le gouvernement exécutif. Le monarque n'a pas à répondre de ses actes et sa personne est sacro-sainte. Donc on est passé finalement d'une monarchie... allez, je vais dire d'ancien régime, même si c'est pas vraiment le mot que je veux employer, à une monarchie constitutionnelle représentative, un petit peu à l'image de la monarchie britannique, où la personne du monarque est une figure, oui, absolue, même si c'était pas vraiment le terme au Danemark, c'est pour ça que j'ai mis de l'eau dans mon vin, à la vôtre. Mais du coup, voilà, on est passé à un pouvoir séparé et donc à une figure représentative plus qu'autre chose. Le 25 novembre 2008, donc, il y a un référendum consultatif sur l'autonomie de l'île qui approuve à 75,5% pour un régime d'autonomie élargi, puisque juste avant, c'était le Danemark qui pilotait tout depuis Copenhague. Le nouveau statut, soutenu par Copenhague, prévoit entre autres d'accorder au Groenland le pouvoir sur sa police, ses tribunaux, ses gardes-côtes, et de faire du groenlandais, qui est une langue inuite, la langue officielle. Donc vous voyez qu'en 2008-2009, il y a une partie des pouvoirs qui revient dans les mains de l'Assemblée du Groenland, avec l'instauration du groenlandais en tant que langue officielle, puisqu'avant c'était le danois qui était considéré comme langue officielle du Groenland, quand bien même finalement il n'y avait pas grand monde qui parlait le danois là-bas. Il accorde également, et ça c'est extrêmement important, et vous allez comprendre pourquoi il y a eu plusieurs tentatives de rachat, aux Groenlandais le droit de contrôle sur leurs ressources, pétrole, gaz, or, diamant, uranium, zinc, plomb. Ils ont un sous-sol extrêmement riche qui est de plus en plus accessible justement avec la fonte des glaces et qui donc attire les convoitises.
Le texte soumis à la population proposait au total des transferts de compétences dans 30 domaines. Il est entré en vigueur le 21 juin 2009, jour de la fête nationale du Groenland, qui est donc, nous, c'est finalement le jour le plus long, et bien là, c'est la moitié du jour le plus long pour eux au Groenland, puisque c'est là où le soleil est à son zénith. Cercle polaire, hein, tout ça. Néanmoins, les seules dispositions relevant des compétences transférées par le statut d'autonomie de 1978 s'appliquent. En particulier, la politique étrangère, la défense nationale et la politique monétaire constituent un domaine réservé du pouvoir central danois. Donc toutes ces affaires continuent d'être gérées par le Danemark. C'est pour ça qu'il y a un degré d'autonomie, mais qui n'est pas réel. Effectivement, aujourd'hui, on pourrait un peu comparer le degré d'autonomie du Groenland avec un petit peu certaines de nos collectivités d'outre-mer. Je pense à la Nouvelle-Calédonie Kanaki, qui a des prérogatives spécifiques sur lesquelles la République française n'a pas son mot à dire, où c'est les instances locales qui pilotent l'ensemble. Les Groenlandais peuvent aussi participer à des négociations internationales sur les sujets qui les concernent exclusivement, sauf sur les questions de défense et de sécurité. Cet accord ne se limite pas au pouvoir constitutionnel du Danemark, et il est réaffirmé que les affaires internationales, la défense et la politique de sécurité sont affaires du Royaume du Danemark. Bon, c'est bon, on a un peu compris. Néanmoins, le gouvernement du Groenland peut envoyer des représentants au sein des missions diplomatiques danoises à l'étranger pour faire valoir les intérêts groenlandais. Ça ne veut pas dire qu'ils restent là en tant qu'observateurs et ils attendent de voir le résultat. Ils ont le droit d'envoyer donc des représentants qui vont influencer la ligne politique des diplomates danois. Voilà. Enfin, tout projet de loi concernant le Groenland doit faire l'objet d'observations de la part du Parlement groenlandais avant que le Folketing, le Parlement danois, adopte ou refuse le texte. Ce procédé concerne aussi les projets d'ordonnances administratives, auquel cas c'est le gouvernement groenlandais qui se charge de l'observation. Donc vous voyez qu'on a une autonomie conservée, mais quand même un niveau d'observation au-dessus du Groenland en la personne du Parlement danois ou du gouvernement danois. Et oui, danois, hein, pas groenlandais. En cas de doute dans la dévolution des pouvoirs, une cour constituée de 2 représentants du gouvernement danois, 2 représentants du gouvernement groenlandais et 3 membres de la Cour suprême danoise, nommés par le président de celui-ci, doivent trancher. Donc un conciliabule de 7 personnes qui doivent trancher sur si c'est le Danemark ou le Groenland qui ont le droit d'agir sur telle ou telle politique et compétences dévolues. Si aucun accord n'est trouvé, les membres de la Cour suprême ont le dernier mot. Après, c'est quand même dommage, parce qu'il y a 7 membres, donc c'est un peu compliqué. À moins de faire 3 pour, 3 contre et une abstention, c'est vrai que c'est compliqué. Mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, c'est pour ça que... Ah oui. Oh, vous n'avez rien vu. Non, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Non. Parlons du découpage territorial et qui, vous allez voir, définit un petit peu la situation électorale du pays. À la suite d'une réforme territoriale entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le Groenland est divisé en seulement 4 communes. Et oui, c'est pas des régions, c'est pas des départements, c'est pas des provinces, c'est des communes, des villes en gros. Kujalleq, Quasitsup, ma prononciation groenlandaise sera approximative. Je n'ai pas fait groenlandais LV3, donc mes excuses par avance pour les noms groenlandais que je vais massacrer. Kekata et Sermesok. Okay. En 2018, la commune de Quasitsup est divisée en 2, Avananta et Kerketalik, ce qui porte leur nom à 5. Ce qui est fou, c'est que j'ai quand même préparé le sujet. Donc les noms, je les ai déjà vus, /lus. Mais c'est compliqué, ça a du mal à rester dans ma tête.
À ces 5 communes s'ajoutent des zones non incorporées du parc national du nord-est du Groenland et la base aérienne de Thule, enclave de la commune de Avananta. Voilà, donc l'enclave est juste ici au niveau de... Ah bah vous voyez pas. Attendez. Ha! Plus gros. Non, plus gros. On peut pas te décaler par là? Non, on peut pas. Donc voilà, la commune de Avananta, l'enclave de Thule, la ville de Kerketalik, la ville de Kekata, et la ville de Sermesok, et la ville de Kujalek. Voilà. Donc, tout ce qui est en gris sur cette carte, c'est là où il y a des habitants. Ce qui est en orange, il n'y a aucun habitant. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de maison, il n'y a son père. Voilà. La population est répartie donc dans ces 5 communes, plus l'enclave spéciale de Thule, qui a un statut particulier. Des élections municipales sont organisées tous les 4 ans au scrutin proportionnel pour élire les membres des conseils municipaux. Les maires sont ensuite élus de manière indirecte par les conseils. Les communes étant extrêmement étendues, les conseils municipaux peuvent décider d'établir des conseils villageois dans certaines parties de leur territoire. Bah oui, parce que effectivement, Avananta, je crois qu'elle est sur la côte quelque part par là, et donc effectivement, quand il y a des habitants par là, c'est un peu compliqué de tout gérer. Voilà. J'espère que vous avez vu ma souris. Bref, voilà, pour les communes au territoire extrêmement développé, et puis en plus, genre mettons Kujalek. Ça fait quand même la taille pratiquement d'un département français. Donc, quand ta ville fait la taille d'un département, et je parle pas d'un département comme Paris, hein, un département genre l'Aude, voilà, le Rhône, etc. Voilà. Donc, quand ta ville fait la taille d'un département, oui, tu mets des moyens en œuvre pour organiser le fonctionnement de ta commune. Les conseils municipaux comptent peu de membres, généralement 3 à 5. C'est sûr que ça nous change de nos conseils municipaux à nous en France, surtout dans nos grandes villes, parce qu'à la campagne, dans les petites communes rurales, j'ai connu ça. Les conseillers municipaux, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Mais là, ça tient du fait que la population du Groenland est très faible. On est entre 55 000 et 60 000 habitants. En gros, ça oscille un petit peu entre ces deux variables-là. Donc c'est même pas la taille d'une métropole française. Voilà, c'est pour vous dire à quel point ce pays est extrêmement peu peuplé. Voilà. Ok, donc ça, c'est tout bon. Eh bien, on va voir maintenant, justement, maintenant qu'on a vu un petit peu le système local, on va voir le système national et on va voir surtout ce qui s'est passé aux dernières élections. Au Groenland, le centre droit remporte les élections législatives devant le parti nationaliste après un scrutin au retentissement international. Voilà, je nous ai choisi ce petit article du Monde qui brosse un tableau d'ensemble assez général et après on retournera sur Wikipédia sur une autre page pour des petits éléments de conclusion. Les partis de la coalition, jusqu'alors au pouvoir, enregistrent un net recul selon les premiers résultats officiels diffusés mercredi. L'article date de la semaine dernière, forcément. Le parti nationaliste, partisan d'une indépendance rapide du territoire autonome danois, arrive en seconde position. Jusque-là dans l'opposition... Attendez, c'est pas assez... Voilà. Jusque-là dans l'opposition, le parti de centre-droit Les Démocrates a remporté les élections législatives au Groenland avec 29,9% des suffrages, malgré la poussée du parti nationaliste, partisan d'une indépendance rapide du territoire autonome danois, d'après les résultats officiels publiés mercredi 12 mars. Les partis de la coalition, jusqu'alors au pouvoir, enregistrent un net recul, se plaçant en 3e et 4e position du scrutin. Et oui, parce qu'avant, le Groenland était dirigé par une coalition de gauche, enfin de partis de gauche et écologistes, qui avaient donc la majorité au Parlement groenlandais. Et là, ils se sont pris, finalement, en fait, c'est un petit peu comme le café normand sur l'Allemagne. Hein. Allez le voir si ça vous intéresse, sur le système politique allemand. Par là, voilà. Bref, la petite bulle là-bas. Pardon, excusez-moi. Finalement, c'est la même chose. La gauche et les écologistes étaient au pouvoir et ils se sont pris une petite claque électorale. Hein.
Ils ont les joues qui piquent. Bonjour saumon sacré. J'avais l'heure que je suis invité à sortir et ça fait longtemps que je n'ai pas mis le nez dehors, les saumons ont un nez. Et on m'invite à visiter des librairies, merceries et prendre un goûter à la plage. Ah bah, vous auriez tort de refuser ça, effectivement. Hein. Mais merci pour ton leurre, saumon, c'est très gentil à toi. Donc voilà, c'est un petit peu comme en Allemagne, où la gauche écologiste se prend un revers, et c'est le centre droit qui, au Groenland, prend le pouvoir, là où en Allemagne, reprend le pouvoir. Avec une poussée du parti nationaliste aussi. Faut savoir que par contre, contrairement en Allemagne, le parti de centre droit, donc les démocrates, est assez récent. Il a été créé, si je me souviens bien, au début des années 2000 au Groenland. Donc c'est un parti récent qui n'a jamais eu encore l'occasion de gouverner le Groenland. Et donc là, ça va être un petit peu un essai pour eux que de voir s'ils arrivent à gouverner. D'après les derniers résultats, le Parti Les Démocrates, formation autoproclamée sociale-libérale, favorable à l'indépendance à terme, a multiplié par plus de 3 son score lors de l'élection précédente en 2021. Les nationalistes de Nalerak, formation la plus activement engagée pour que le territoire autonome danois rompe les liens restants avec Copenhague, se placent eux deuxième avec 24,5% des voix, donc le parti nationaliste. La coalition sortante, composée d'Inuit Ataqatigiit, donc le parti IA, et non pas pour intelligence artificielle, hein, mais pour Inuit Ataqatigiit, gauche écologiste, et les sociodémocrates de Siumut, a quant à elle été très largement sanctionnée par les électeurs qui se sont déplacés en masse. IA perdant 15,3 points et Siumut 14,7 points par rapport au dernier scrutin il y a 4 ans. Jamais des élections au Groenland n'avaient connu un tel retentissement international, conséquence des visées du président américain qui veut faire main basse sur le territoire en agitant alternativement la carotte et le bâton, la thune et le pampan, le fusil, voilà. Les démocrates sont ouverts à la discussion avec tous les partis et à la recherche de l'unité, surtout avec ce qu'il se passe à l'étranger, a déclaré son jeune leader de 33 ans. Ah bah effectivement, il est à peine plus vieux que moi. Jens Frederik Nielsen, ancien champion. Ouais, alors j'ai eu un problème. Je lisais pas groenlandais, je lisais grenoblois. Donc non, il n'est pas grenoblois, groenlandais. Donc ancien champion groenlandais de badminton. Nous respectons le résultat de l'élection, a réagi de son côté sur KNR, le Premier ministre sortant, Mute Egede, chef d'IA. Aucun des partis n'étant en position d'obtenir la majorité sur les 31 sièges du Parlement, et oui forcément population resserrée, c'est comme pour les conseils municipaux, il n'y a que 31 sièges au Parlement groenlandais. Moi aussi je fais du badminton. Bah en fait, encore une fois, hein, c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur la petite anecdote, c'est une information qui, en soi, n'empêche pas le monde de tourner, mais qui devient dès lors indispensable à savoir. Tu vois, j'en suis grandi, et YouTube aussi en sort grandi de savoir que tu pratiques le badminton. Qui sait, peut-être qu'un jour tu seras amené à diriger le Parlement groenlandais, hein. Aucun parti n'étant arrivé en position blablabla, des tractations vont maintenant être nécessaires pour former une alliance. C'est comme en Allemagne. Celle-ci devra notamment esquisser les modalités et un calendrier menant à l'indépendance que souhaite l'immense majorité des 57 000 habitants. Là, c'est quand même un peu différent de l'Allemagne, puisque grosso modo, tous les partis sont plus ou moins en faveur de l'indépendance du Groenland, à plus ou moins rapide échelle. Il y en a comme le Parti national, c'est là maintenant tout de suite très rapidement, et il y en a d'autres qui veulent y aller plus doucement le temps que l'ensemble des compétences dévolues soient bien transférées de parlement à parlement. Signe peut-être d'un effet Trump, la participation a été élevée à plus de 70%. Convaincu de pouvoir s'emparer d'une manière ou d'une autre du territoire autonome danois, le président américain républicain a tenté jusqu'à la dernière minute de peser sur les élections.
provoquant stupéfaction, rejet et plus rarement enthousiasme parmi les 57 000 habitants. Eh ben merci Saumon, bon lurk à toi et bonne balade. L'unique bureau de vote de Nuuk, capitale du Groenland, n'a pas désempli mardi pour les élections législatives susceptibles d'esquisser un calendrier menant à l'indépendance du territoire. C'était finalement presque ça dont il était question avec ce vote. Nous en France on a les référendums, quand on pose une question et qu'on répond oui ou non, et bien finalement en fait ce qui a été l'enjeu majeur de la campagne électorale de ces élections législatives là, ça a été à quelle vitesse on veut l'autonomie, l'indépendance complète du Danemark. C'était finalement plus ce qui a motivé les habitants à aller voter. Initialement prévu à 20h, 23h heure de Paris, son horaire de fermeture a été étendu d'une demi-heure pour permettre à tous les électeurs faisant la queue de déposer leur bulletin, preuve d'un taux de participation élevé confirmé par les responsables électoraux. Le Premier ministre sortant du Groenland, Mut Egede, dont c'était le 38e anniversaire, dis donc ils sont jeunes au Groenland, avait voté en début de matinée sans faire preuve de déclaration. Sans faire de déclaration, il n'y a pas de preuve. Notre pays se trouve dans l'œil du cyclone, avait-il lancé la veille sur Facebook. Le monde extérieur nous regarde de près et nous avons vu récemment à quel point ils essaient d'influencer notre pays. Là où le bas blesse, c'est qu'il y a des divergences sur le calendrier d'une éventuelle indépendance. La campagne a tourné autour des questions de santé, d'éducation, d'économie, mais aussi des liens futurs avec le Danemark, qui continue d'exercer les fonctions régaliennes. On l'a dit, diplomatie, défense, monnaie sur l'île. À près de 90% inuits, les Groenlandais déplorent avoir été traités historiquement comme des citoyens de second rang par l'ex-puissance coloniale, accusés d'avoir étouffé leur culture, procédé à des stérilisations forcées et retiré des enfants à leur famille. Ouf. Waouh. Ah oui, effectivement. Un sentiment renforcé par la diffusion récente à la télévision publique Danemark d'un documentaire, critiqué et finalement retiré, affirmant que le Danemark avait tiré d'énormes bénéfices de l'exploitation d'une mine de cryolite sur l'île, pourtant souvent présentée comme un fardeau financier. Ah ouais. À l'image de l'immense majorité de la population, les principaux partis groenlandais souhaitent tous l'indépendance, mais ils divergent sur le calendrier. Je vous attends dans les commentaires. Certains la veulent rapidement, comme Nalerak, tandis que d'autres, comme les deux composantes de la coalition sortante, IA et Siumut, les sociodémocrates, la conditionnent aux progrès économiques du Groenland. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Recouvert à 80% de glace, le territoire est économiquement dépendant de la pêche, ou du pastis, mais ça c'est autre chose. Pardon, excusez-moi pour ce trait d'humour. Qui représente la totalité de ses exportations et de l'aide annuelle d'environ 530 millions d'euros versée par Copenhague, soit 20% du PIB. On comprend du coup IA et Siumut qui disent doucement, on va prendre notre temps pour l'indépendance parce que forcément, qui dit devenir indépendant dit passer à côté de 530 millions. Donc il faut forcément que le budget groenlandais à terme trouve 530 millions d'euros de contrepartie une fois qu'ils seront indépendants. Pour les indépendantistes les plus impatients, le Groenland pourrait voler de ses propres ailes grâce à ses ressources minérales. Mais le secteur minier reste pour l'heure embryonnaire, plombé par des coûts d'exploitation élevés. Voilà un petit peu ce qui a agité les cœurs et les âmes des électeurs groenlandais quant au vote qui s'est tenu donc la semaine dernière au moment où je fais ce café norme. Plus précisément, je vais y aller directement là. Oui, voilà. Tac. En gros, voilà, je nous mets en guise de conclusion ici les informations sur les élections législatives groenlandaises. Donc, pour élire les 31 sièges du Inatsisartut, le Parlement groenlandais, 31 sièges, majorité absolue, 16 sièges. Donc, il y avait 40 000 inscrits, 28 000 votants. C'est marrant, ça, j'ai l'impression de voir des scores pour des élections municipales, c'est fou. Donc, le parti Les Démocrates a reçu 30% des voix et a progressé de 21%. Donc on voit bien le triplement du nombre de voix.
Ils sont passés de 3 sièges à 10 de 2021 à 2025. Ils sont donc en situation de majorité relative, mais non pas de majorité absolue. Deuxième parti arrivé, Nalerak, le parti nationaliste, qui a augmenté son score de 12,5 points pour arriver à 24,77% des voix et qui a doublé son nombre de sièges, passant de 4 à 8 de 2021 à 2025, se classant donc deuxième force politique de l'échiquier groenlandais. Ensuite, en troisième position, nous avons le parti Inuit Ataqatigiit, donc la gauche, qui, avec un score de 21% des voix, s'effondre et perd 15,8% des voix par rapport au score de 2021, et qui passe à 7 sièges en perdant 5. En quatrième position, le parti Siumut, le parti écologiste, qui chute lui aussi du même pourcentage à 14,88% des voix, qui n'obtient plus que 4 sièges, là où auparavant ils en avaient 10 dans le Parlement. Et enfin, le parti Atasut, parti qui maintient son nombre de sièges et grosso modo avec une participation à peu près similaire. Voilà. Donc on se retrouve dans une composition gouvernementale un petit peu compliquée, on va dire. Hop. Attendez, hop. Tant pis, j'aurais pas plus gros. Ah si j'aurais plus gros comme ça. Ah là c'est bien, voilà. Donc, on se retrouve dans une situation de majorité relative au Parlement groenlandais. J'ai l'impression que ça se reproduit de plus en plus dans les élections, mais c'est peut-être juste moi, finalement. La répartition du nombre de sièges, c'est pour ça que c'est très rapide à dire, c'est du scrutin proportionnel. Et là, c'est même pas en plus où il y a un double vote, comme en Allemagne ou quoi. Non, c'est du proportionnel. Tu fais un score précis, ça te donne un nombre de sièges. Il n'y a même pas de seuil électoral comme en Allemagne, c'est-à-dire que le petit parti là, j'ai oublié son nom, hop, perdu. Le petit parti là, Atasut, bon, il a fait 7,39 des voix, donc quand même, mais voilà, il arrive à acquérir 2 sièges, voilà, donc un certain nombre % de voix est égal à un siège. Donc c'est pour ça que finalement j'ai voulu un petit peu voir dans l'ensemble un petit peu les particularités du Groenland par rapport à son système politique qui est finalement très simple par rapport à d'autres qu'on a vus, le système américain, le système allemand ou le système français que je ferai un jour, hein, enfin en fonction des élections, hein, parce qu'il y a différents systèmes électoraux. Bref, on se retrouve dans une situation de majorité relative où aucun parti ne détient la majorité absolue, mais il y en a un qui est en majorité relative, c'est le parti. Alors, non mais c'est bon, t'as déjà vu, c'est le parti donc, les démocrates, oui voilà, qui donc a 10 sièges. Il va donc devoir trouver un ou plusieurs partis pour travailler ensemble, pour former une coalition et pouvoir avoir la majorité absolue des députés groenlandais du Parlement de l'Inatsisartut. Voilà, c'est le nom du Parlement. La question, c'est avec qui ils vont s'associer, puisque grosso modo, il y a le parti Nalerak qui lui permettrait d'obtenir une majorité absolue, mais Jens Frederik Nielsen a balayé d'un revers de la main l'idée de s'associer au parti Nalerak. Donc cette solution étant hors piste, il reste le parti IA, le parti Siumut, mais dans tous les cas, assis avec IA, ça peut permettre d'obtenir une majorité absolue, mais pas avec Siumut et pas avec Atasut. Voilà. Donc, vers qui va-t-il se tourner ? Les tractations sont en cours, elles vont avoir lieu. Comme en Allemagne, ça va prendre un certain temps à s'organiser, hein, voilà, parce que faut que les responsables politiques se réunissent, savoir est-ce qu'ils veulent bien travailler ensemble ou pas, quels éléments de leur programme ils vont conserver, lesquels ils vont privilégier et lesquels ils vont abandonner.
Voilà, pour arriver au final à composer un gouvernement. Gouvernement qui du coup n'a pas la main sur toutes les fonctions du, du, euh, du pouvoir groenlandais. On répète, hein, voilà, la défense, la monnaie et l'international sont des compétences gérées par le Parlement danois. Voilà. Ça on a vu. Nouveau parti, bah je l'ai pas vu, attendez. En 2023, d'anciens membres des partis Siumut et Naleraq forment Kulek, un nouveau parti axé sur une indépendance rapide vis-à-vis du Danemark et le lancement de l'extraction pétrolière au Groenland. En plus des 5 partis déjà représentés à l'Inatsisartut, ce 6e parti, dont l'indépendance constitue une priorité, obtient son accès au scrutin un mois avant son déroulement. Kulek, bah je le vois pas. Ouais, donc il a pas fait, il a pas réussi à avoir suffisamment de voix pour être élu, hein, finalement. Qu'est-ce qu'il y a là? Bref, tant pis. Hop. Ingérence étrangère, on a bien vu. Ah bah voilà, système électoral. L'Inatsisartut est le parlement monocaméral du Groenland. Monocaméral, une seule chambre. C'est pas comme en France où on a une assemblée nationale et un Sénat qui se partagent la compétence législative. Là, il n'y a qu'un seul gouvernement. Pays constitutif du royaume du Danemark. Il est composé de 31 sièges pourvus pour 4 ans au scrutin proportionnel plurinominal de liste dans une seule circonscription électorale. Voilà, petit changement par rapport à en France. Je prends le modèle français puisque du coup, comme 80% de mon audience est française, je m'y adapte. Grosso modo, imaginez, tiens, voilà, vu qu'on a une audience française, imaginez les élections européennes. Vous votez pour une liste d'un certain nombre de candidats dont le score proportionnel à l'échelle du pays déterminera le nombre de sièges obtenus. Voilà, il y a une seule circonscription à l'échelle du pays. Ce n'est pas comme pour des élections législatives, départementales, etc., où il y a différentes circonscriptions et que le résultat d'une circonscription définit le résultat de la circonscription et n'a pas d'influence sur la circonscription des voisins. Là, avec une seule circonscription, c'est bien l'ensemble des résultats nationaux qui sont agglomérés et qui permettent d'obtenir la répartition en nombre de députés. Voilà. Après décompte des voix, les sièges sont répartis selon la méthode d'Hondt, sans seuil électoral. Bon, là je rentre pas là-dedans, je pourrais, mais c'est un peu compliqué. C'est en gros, grosso modo, c'est comment est-ce que, quand on n'a pas pile poil le bon nombre de sièges pour en prétendre à un, on se les répartit pour être sûr que tout le monde soit quand même représenté. Enfin, voilà. Bref, vous pourrez creuser la méthode d'Hondt. Peut-être qu'un jour, je ferai un café normand spécial sur les méthodes électorales. Mais voilà, pour l'instant, on est plus sur le Groenland. Donc, les forces en présence, bah voilà, on a les différents partis. Donc, IA qui est de gauche, Siumut qui est de centre-gauche, Naleraq qui est de centre. Ah, il est quand même classé au centre, Naleraq, alors qu'il est quand même nationaliste. Populisme. Du coup, ça voudrait dire qu'il y aurait un populisme de centre. Le Groenland est décidément une terre de mystère. Centre à centre-droit pour les démocrates, centre-droit pour Atasut, et Kulek attrape tout. Ah bah d'accord. Ah ouais, d'accord. Un parti attrape tout. Est-ce que c'est vraiment... Un parti attrape-tout est un concept utilisé en sciences politiques pour désigner, je cite, un parti qui séduit tous azimuts, au-delà des classes sociales et surtout des clivages classiques entre droite et gauche. Toute comparaison avec un parti français, bien sûr, serait absolument fortuite. Et je ne suis pas en train de la sous-entendre. Non. Ce sont des écarts minimes en vrai. Peut-être un peu plus au Groenland, car il n'y a pas beaucoup de députés. Oui, effectivement, ouais. Tiens, c'est marrant, du coup, les premiers sondages donnaient quand même le parti IA en tête des élections. Donc il y a eu un véritable effondrement entre ce que prédisaient les sondages et les résultats des partis. Ça on a vu. Ça on a vu. Ça Enjeux sociaux et éducation. Tiens, ça c'est intéressant. Le Groenland affiche l'un des taux de suicide les plus élevés au monde. Alors excusez-moi.
un nombre d'avortements supérieur aux naissances et une espérance de vie inférieure à 70 ans pour les hommes. Et pour les femmes, on est plus haut. En plus, en général, c'est effectivement le cas. L'espérance de vie des femmes est plus haute. Oh, j'avoue, j'ai dit le S-word. Oh là 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 là. L'amélioration du système éducatif et des services sociaux est au centre des préoccupations, plusieurs partis proposant des réformes pour améliorer le bien-être de la population. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que peu importe le taux de... voilà, c'est que tous les partis veulent proposer des réformes pour améliorer le bien-être de la population, améliorer l'espérance de vie. Voilà, tout va bien. Ne me strike pas YouTube. Ne me shadowban pas Twitch. Oh. Bon, voilà, on a le détail. Pouf! Les résultats par commune. Ah oui, donc ça, c'est les partis. Et ça, c'est les 5 communes. Voilà. Donc, on voit dans chaque commune qui est en tête. Et grosso modo, ça se joue à chaque fois entre Nalérac et démocrates, en fait. Donc, vous me direz, c'est logique. Hein, ils sont en tête des intentions de vote. Enfin, et même des résultats électoraux. Donc... Ok, bon, tout ça c'est intéressant, mais voilà, ça c'est pour ceux qui aiment les stats. Et vous savez, moi j'aime les tableaux et quand ils sont croisés dynamiques, j'en peux plus. Donc là c'est pour ça, là il se passe des choses, mais on va passer là-dessus parce que c'est peut-être pas ce qui vous intéresse. Ça on a vu. Voilà, les démocrates, 30% des sondages, 30% des suffrages, pardon. Créant un effet de surprise, montée en puissance du parti nationaliste Nalérac, et d'un rapprochement avec les États-Unis. Ah, ça c'est intéressant. Après, l'IA est quand même 2e dans une commune. Ouais, mais ça n'empêche que oui, il termine 3e au niveau national, quoi. Donc, d'accord, Nalérac, c'est pour ça que démocrate veut pas travailler avec Nalérac, c'est que Nalérac veut un rapprochement avec les États-Unis. Avec 24,5% des voix, cette formation devient la 2e force politique du pays. Le parti nouvellement créé Koulek n'obtient pas assez de voix pour obtenir un siège au Parlement. A l'inverse, la coalition sortante, composée du parti de gauche IA et du parti social-démocrate Sumut, subit un net recul électoral. IA enregistre une baisse de 15,3 points et Sumut 14,7 points par rapport à 2021. À l'issue du vote, le Premier ministre sortant déclare sur la chaîne « Nous respectons le résultat de l'élection ». Voilà. Donc, aucun parti n'a la majorité. Des tractations sont nécessaires pour former le nouveau gouvernement. Jens Frederik Nielsen, tête de liste du Parti démocrate, déclare « Les démocrates sont ouverts à la discussion avec tous les partis, à la recherche de l'unité, surtout avec ce qu'il se passe à l'étranger. » Mais du coup, parce que moi j'avais lu qu'il ne voulait pas travailler avec Nalérac. Donc, ouais, c'est curieux quand même. Bref, ça sous-entend... Hein, ça sous-entend pas à tous, du coup. Bah oui. Ah, mais oui, à la recherche de l'unité. Bah oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est dans le sous-texte. Bah voilà, c'est ça. Ouais, j'avais un doute. Et effectivement, le sous-texte est confirmé. Bref, donc, on va avoir un gouvernement qui va... la composition du gouvernement va s'avérer cruciale donc, pour l'avenir du Groenland, tant d'un point de vue de l'indépendance définitive vis-à-vis du Groenland que vis-à-vis d'un éventuel rapprochement avec les États-Unis. Moi, je me pose une question quand même. Le Groenland, via le Danemark, font partie de l'OTAN. D'autant plus qu'il y a une base de l'OTAN au Groenland. Moi, je me pose la question, puisque en 2019, Donald Trump avait annoncé qu'il voulait acheter le Groenland. Juste acheter. Puis après, il avait laissé tomber l'idée. Il ressort en 2024-2025 avec l'idée de soit on vous achète, soit on vous envahit. Grosso modo, je caricature à peine ses propos. La question que je me pose, le Groenland faisant partie de l'OTAN par le Danemark, est-ce que l'agression d'un membre de l'OTAN par un membre de l'OTAN entraîne une réponse de la part de l'ensemble des membres de l'OTAN ? Ou est-ce bien finalement un conflit, si jamais il avait lieu, qui opposerait le Danemark via le Groenland aux États-Unis ? Sachant que du coup le Danemark est quand même engagé dans les instances de défense européennes. Donc finalement, est-ce que
à cause du Danemark, si jamais ça venait à dégénérer au conflit, est-ce qu'on n'aurait pas une guerre entre l'Union européenne et les États-Unis? Moi, je me pose la question parce que les propos de Donald Trump sont. Par contre, je suis pas sûr que Trump veuille vraiment le Danemark. Non, il veut que le Groenland. Mais le problème, c'est que pour l'instant, le Groenland est encore une dépendance du Danemark. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si demain, l'Australie déclarait la guerre à la Nouvelle-Calédonie pour se l'accaparer. En fait, tu déclares pas la guerre à la Nouvelle-Calédonie, tu déclares la guerre à la France. Bah, en fait, si, j'ai l'impression qu'il y a une véritable volonté d'accaparement, ouais, c'est ça, du Danemark, du Groenland, au vu de ses richesses enfouies, de sa capacité de défense et donc d'intimidation de la Russie, avec la base et la capacité de déployer des missiles. Hein. La guerre froide est toujours là, finalement. Et ses capacités de navigation maritime par le corridor nord de l'océan glacial arctique, hop, juste là, alors vous voyez pas trop, mais juste là par exemple au nord, avec la fonte des glaces, tout ça revêt un véritable enjeu, sachant que Donald Trump, il a l'air bien chaud, si je puis dire, pour accélérer le réchauffement climatique, hein, si vous me passez l'expression. Donc, ça va devenir une voie navigable, et donc une voie qui serait intéressant de contrôler. Alors oui, pour moi, il aimerait bien, mais je pense qu'il veut, en faisant ça, réarmer le Groenland. Ben, je sais pas. On verra bien, on verra bien. N'empêche que c'est vrai qu'il y a eu des propos à peu près similaires avec le Canada. Donc on va voir si effectivement il prend, enfin, si ces menaces sont à prendre au sérieux ou pas. Vu le passif, je serais quand même d'avis de prendre ces propos avec des pincettes. J'entends par là de faire très attention à ce qu'il dit parce que ça pourrait se retourner contre nous à force de ne pas le prendre au sérieux. Hein, voilà, donc la situation internationale pourrait déraper très vite. Donc, je serais d'avis de rester sur la prudence. Et c'est pour ça que je me pose du coup toutes ces questions. Parce que dans le cadre où un conflit éclaterait avec le Groenland, est-ce que ça va pas entraîner toute l'Europe dans une guerre finalement? Là, c'est la question en fait. Que ce soit par le biais de l'OTAN ou bien via l'Europe de la défense qui est en cours de constitution. Voilà, moi, c'est toutes les questions que je me pose. Et du coup, c'est finalement les questions que se sont posées tous les citoyens groenlandais lorsqu'ils se sont rendus aux urnes. Tu peux pas faire le faiseur de paix et attaquer le Groenland. Bah, en même temps, il tient des propos similaires avec le Canada, donc voilà. Il veut être faiseur de paix vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine. Il n'a pas dit pour le reste. Donc voilà, j'ai envie de dire, par rapport à toutes ces questions, seul l'avenir nous le dira. Voilà. Mais du coup, on était sur un scrutin à une véritable portée internationale, à tel point que ça a éclipsé finalement les enjeux locaux/nationaux. Et que donc, du coup, de fait, il y a de fortes chances que tous ces débats se retrouvent justement dans l'Inatsisartut. Je l'ai bien prononcé ? Non, l'Inatsisartut. Ouais, voilà, je me disais bien. L'Inatsisartut, le Parlement groenlandais. Voilà. Bah, vous savez quoi, moi je vais arrêter la VOD là pour l'instant parce qu'en plus ça fait globalement 1 heure, donc ça va être très bien. YouTube, si tu as des questions ou des réponses à m'apporter, je lirai tes commentaires avec grande attention. Nous on va continuer à discuter là-dessus parce que moi je trouve ça très intéressant, mais on va le faire ça hors VOD. Je répète un petit peu ce que j'ai déjà dit, mais si le contenu politique te plaît, que ce soit les QAJ du mercredi ou le Café Normand, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner, bien sûr. Et si tu as l'occasion, n'hésite pas à venir nous voir en live sur Twitch. Je suis grosso modo en live à partir de 14h, 14h30 tous les jours, du lundi au vendredi, de temps en temps un peu le week-end. Le programme de la semaine est disponible à chaque fois sur le serveur Discord et quand je pense à le poster sur mes réseaux sociaux. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux d'ailleurs. Et comme ça, voilà, tu sauras. Mais voilà, si tu as envie de venir, tu seras le bienvenu. Voilà, allez, j'arrête cette VOD là, YouTube. J'espère qu'elle t'aura plu. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Des bisous.